Um, I've um, I've um, I've I've talked to Mr. Collins. J'ai eu de longues conversations avec M. Collins et je ne crois pas, franchement, qu'il ait eu le sentiment, ce sentiment de frustration au moment où... Donc de nouveau, il est dans la croyance. Moi, si je discute avec un mec, je vais pas te dire je crois que, je vais dire non, il pense ça. J'ai discuté des heures avec lui et il pense ça. Je vais pas te dire je crois que. Où il tournait en orbite autour de la Lune. C'était une responsabilité de la plus haute importance. Il était tout seul, sans aucune aide possible. Il était derrière la Lune une partie du temps, la plus grande partie du temps, sans aucune communication. Il avait à piloter un vaisseau très complexe, tout seul. Il avait un grand nombre de fonctions à remplir, toute une série d'expériences à faire pendant toute cette période. Donc, c'était un travail... Alors, ils ont toujours plein d'expériences à faire, mais précisément les expériences-là, c'est comme Thomas Pesquet dans la station, hein, il te dit oui, on fait des expériences sur ça, sur ceci, sur cela, etc. Mais putain, rien que votre machine qui permet de recycler les eaux usées pour en faire une eau parfaitement potable, putain, mais alors offrez-la au moins à quelques gens en Afrique, ça fonctionne au solaire, faites quelque chose alors avec votre technologie, quelque chose d'utile pour l'humanité. Parce que même de manière officielle, sans remettre en question la réalité de la station spatiale, il y a plein de gens qui disent la station spatiale, ça coûte une blinde et ça sert en fait à que dalle. Donc c'est bien la preuve de l'inutilité du truc. La seule utilité de la station spatiale, c'est d'entretenir la propagande du spatial et de motiver à ce que des budgets soient votés pour Mars, soi-disant Mars. Mais ils cherchent quoi sur Mars ? Une issue de secours après avoir bien bousillé la Terre ? Ils cherchent quoi sur Mars ? L'origine de la vie ? Ouvre ta Bible et ton Coran, c'est écrit dedans. Et puis j'ai envie de te dire, ils y sont pas encore sur Mars, hein. Mais il y a des gens, tu vois, je pense à Ziad, lui, je sais pas où il en est, mais à un moment donné, il y croyait à fond. Il disait si, on ira sur Mars, c'est notre seule issue de secours, c'est qu'un jour l'humanité aille sur Mars, etc. Mais putain, mais sauvez la Terre, vous parlez d'aller sur Mars là. Extrêmement important, une partie intégrante et vitale de la mission, et pas seulement M. Collins, mais le pilote du... Tiens, tu vois, ça c'est à ça que Thomas Pesquet devrait ressembler après 1 heure dans la coupola avec les obturateurs ouverts. Il devrait être tout bronzé comme ça, tout rouge. De commande dans chaque vol a eu cette responsabilité très importante. Et parmi ceux qui étaient... Enfin, chacun d'entre nous, nous avons eu le sentiment que nous faisions un travail et que toutes ces tâches étaient d'égale importance, si vous voulez. En ce qui concerne la question que vous avez posée au sujet de qui devait poser le pied sur la Lune la première fois, là, c'était une considération purement technique qui a joué. Il se trouve que la meilleure solution, la solution la plus sûre, la meilleure solution techniquement est la solution qui a été retenue. Il ne s'agissait pas de savoir lequel des deux devait le faire, il s'agissait de concevoir la procédure. Ça faisait partie d'un tout. La procédure a été conçue précisément pour offrir les meilleures garanties de sécurité. D'accord, mais ça ne dit pas pourquoi ça a été lui et pas un autre et machin. Nous, on le sait pourquoi. Parce que lui, il passe mieux à l'image. Il correspond mieux aux stéréotypes de l'astronaute, etc. Des considérations techniques, etc. Mais regarde la dentelle, la broderie qu'il te fait, hein, pour pas répondre à une question simple, précise, nette, qui demande pas de la broderie pendant 3 plombes. Et apparemment, nous avons d'ailleurs fait ce qu'il fallait faire parce que la même technique a été utilisée, la même procédure au cours de tous les vols subséquents. On n'a jamais modifié l'ordre. La procédure aurait parfaitement pu admettre que... On n'a jamais modifié l'ordre. Mais pourquoi c'est toi qui es descendu et pas Collins ? C'est pas un problème technique, ça. Vous avez choisi un bonhomme et pas un autre.
Aldrin descende avant vous. Non, on pu admettre que Aldrin descende avant vous. Tiens, le journaliste, il est pas con. La même procédure au cours de tous les vols subséquents. On n'a jamais modifié l'ordre. La procédure aurait parfaitement pu admettre que... Regarde la tête qu'il fait. C'est un mec qui est sûr de lui, ça. Non, c'est un mec qui se demande si son bobard, il va bien passer ou pas auprès des petits Frenchies. Et apparemment, nous avons d'ailleurs fait ce qu'il fallait faire parce que la même technique a été utilisée, la même procédure au cours de tous les vols subséquents. Tu te rends compte? Apparemment, on a fait ce qu'il fallait faire puisque... Bah, donc ils étaient pas sûrs d'eux. Et pareil, hein, on a déjà commenté la première moitié de ce documentaire-là. Putain, va voir ça, Olivier Joseph, hein, avant de parler du spatial, hein, mon gars. Hein. Va voir qui te le vend, le spatial. Hein. C'est quand on n'a jamais modifié l'ordre. La procédure aurait parfaitement pu admettre que Aldrin descende avant vous. Bah oui. Non. C'était envisageable, on l'avait d'ailleurs essayé la première fois, mais ça ne marchait pas très bien. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On l'avait déjà essayé la première fois, mais ça marchait pas très bien. Pourquoi ils y sont allés 2 fois sur la Lune, alors? C'est pas très satisfaisant. Ça devenait très très difficile à exécuter. À notre avis, ça présentait un danger. Parce... mais c'est n'importe quoi. Le journaliste, il lui dit, mais pourquoi c'était pas Aldrin et puis vous, et puis pas vous? Enfin, qu'est-ce que ça change? Il part dans des considérations techniques, il le blablate, etc. Mais humainement, qu'est-ce qui fait que ça a été toi et pas l'autre? Oui, bah je crois que... il fait son Maxime Nicole, tu sais. Oui, ça aurait été dangereux. Mais n'importe quoi, putain. Que ça signifie qu'il fallait en fait changer de position à l'intérieur du compartiment avec les scaphandres sous pression. Et on l'a essayé plusieurs fois. C'était d'ailleurs notre plan initial. Et nous avons finalement renoncé à cette manière de faire. Nous avons donc inversé l'ordre des facteurs. Et contrairement à ce qu'on a pu dire, il ne s'agissait pas de savoir qui devait sortir le premier, il s'agissait de voir techniquement quelle était la meilleure solution. Comment un équipage... Voilà. Bla, bla, bla. Alors, le journaliste, il est poli, tu vois, il veut pas... Mais quand même, il se pose des questions, le journaliste. Comme Apollo 11 est-il choisi comment fait-on pour décider qui doit vivre ensemble, s'entraîner ensemble, etc., et voler ensemble? Est-ce que, là encore, ce sont les considérations techniques qui font autorité, ou est-ce qu'il y a éventuellement un choix de votre part? Les deux sont un peu vrais, mais il n'y a pas tellement le choix. Enfin, vous allez voir. Le nombre d'équipiers possibles était assez limité. Parce que pour chaque vol, il fallait 3 personnes. D'abord, un équipage de secours, et puis un équipage de soutien. Ça faisait 9 personnes. 9 personnes pour chaque mission. Et à chaque fois, il y avait toujours... En plus, on préparait à chaque instant 3 vols. Ça fait donc 27 personnes à chaque instant. Et à l'époque, 27, c'était à peu près tout ce que nous avions. Nous avions guère d'effectifs supplémentaires. Par conséquent, nous étions à peu près au maximum de nos possibilités sur le plan des effectifs, de toute façon. Au moment où l'équipage est affecté à un vol, l'objectif du vol n'est pas encore tout à fait déterminé. Et ça, c'est une chose que les gens ne savent pas toujours. Par exemple, en ce qui concerne... C'est une chose que les gens ne savent pas toujours. Ils s'appuient beaucoup sur ce que les gens ne savent pas. Hein. Apollo 11. Buzz Aldrin et moi-même, nous avions fait partie de l'équipe de soutien, de secours plutôt, pour Apollo 8. C'était le vol autour de la Lune en 68, vous vous souviendrez. Et alors tout de suite après ce vol, on nous a demandé si on voulait, nous, participer à Apollo 11, parce qu'il n'y avait personne d'autre, finalement, pouvant le faire. Et lorsque nous avons donc accepté cette responsabilité, à l'époque, pour Apollo 11, donc, plus tard, on ne connaissait pas quel serait l'objectif du vol Apollo 11. Donc... Putain. Tu te rends compte? Les mecs, ils les entraînent. Ils sont 27. Ils te disent, oui, mais bon, au final, il n'y avait que nous.
Et ils savaient même pas pourquoi ils s'entraînaient. Ils savaient même pas que c'était pour aller sur la Lune. Putain, mais arrêtez tout, là. Au moment où nous avons été affectés à Apollo 11, nous ne savions absolument pas que nous allions allunir. Tu te rends compte? Les mecs participent à Apollo 11, on les entraîne, etc. Et on leur dit pas que c'est pour aller sur la Lune. Non mais attendez, ils se foutent de la gueule de qui? C'est Kennedy qui a dit « Nous irons sur la Lune, etc. Even, même si c'est difficile, et c'est parce que c'est difficile que nous le ferons. » Et là, lui, il participe à Apollo 11, il s'entraîne, il participe au projet de la NASA, et il sait même pas que c'est pour aller sur la Lune. Putain, mais il se fout de votre gueule, votre Neil Armstrong. Totalement. Parce qu'à l'époque, le module lunaire n'avait jamais volé, il n'y avait jamais eu d'opération de rendez-vous. Il y avait eu un vol vers la Lune, c'était Apollo 8, c'était le seul. Il y avait des quantités de choses à mettre au point avant d'atterrir sur la Lune. Il y avait beaucoup de choses à faire encore. Par conséquent, il y avait énormément d'inconnus. Alors, il se trouve que c'est... Alors, il y avait tellement d'inconnus. Écoute ça, Olivier Joseph. Regarde-toi-le en entier, le truc là. Nous, on a déjà fait le début l'autre fois. Il y avait tellement d'inconnus que quand ils sont arrivés autour de la Lune, ils ont découvert, alors qu'ils avaient envoyé une sonde 2 ans avant, hein. Ça sort de sa bouche aussi. Ils ont découvert en arrivant près de la Lune que là où tu as les fameuses mers lunaires, etc., les cratères, etc., ça créait des différences de gravité qui faisaient que leur appareil, il était attiré vers le sol, comme ça. Et que du coup, ils ont découvert ça en arrivant près de la Lune, que il y avait des trous de gravité dus aux cratères, aux mers lunaires. Ça sort de sa bouche, putain, Olivier Joseph. Réveille-toi, mon gars. Avant de vouloir kidnapper nos gosses, là. Taré. Tombé sur nous, si vous voulez. C'est Apollo 11, qui était le vol pour l'alunissage, mais ça aurait très bien pu être Apollo 12 ou Apollo 13. Et à un moment où la NASA a affecté les équipes à Apollo 11, on n'en savait rien. Mais est-il exact de dire que justement, si vous avez été, si votre vol a été choisi pour allunir, c'est parce que il y avait, on revient à ce que je disais tout à l'heure, une certaine concurrence avec l'Union soviétique et que le retard était assez sensible de la... Alors ça c'est énorme parce qu'il lui a parlé déjà tout à l'heure, enfin dans le reportage, de la concurrence entre les soviétiques et les américains. Mais en même temps ils te disent oui on collabore avec les soviétiques. Mais c'est bizarre. D'un côté ils collaborent ensemble et de l'autre côté il y a une espèce de course à la Lune, course à l'espace. Mais je sais pas. Si tu fais une course avec quelqu'un pour voir qui arrive le premier, ben tu vas pas le ramasser si le mec il trébuche sa gueule par terre. Enfin, ce genre de contradiction-là, la NASA, l'ESA, les astronautes, le spatial, s'en est blindé. Il n'y a que ça. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de les voir, mais c'est parce que vous vous empêchez de les voir, vous vous interdisez de les voir. Vous ne voulez pas les voir parce que vous voulez continuer à quoi? À croire. Vous êtes dans la croyance, dans un fanatisme obscur, qui n'est pas scientifique, qui n'est pas factuel. De la NASA et qu'il fallait un petit peu accélérer les choses. Et je crois que le responsable des vols n'était pas au départ, bien entendu, au moment où on a décidé l'opération Apollo 11, il n'était pas tout à fait optimiste. Il pensait que vous ne seriez pas prêt à temps pour faire cette opération. C'est exact. Vous avez tout à fait raison. L'objectif avait été défini publiquement par le président Kennedy. On savait qu'on allait essayer de poser un homme sur la Lune. Bah alors. Et bah alors. Qu'est-ce qu'il vient de raconter juste avant alors? Né sur Terre avant la fin de la décennie. À la fin de la décennie, c'était 1970 et nous étions là en 1969. Et ça a commencé il n'y avait pas énormément de temps. Il fallait aller vite. Et à ce moment-là, nous n'étions pas en concurrence directe avec les Soviétiques. Nous étions en train d'essayer de respecter notre propre engagement, en quelque sorte. Nous avions dit qu'il fallait le faire avant la fin des années 60. Et ça a certainement exercé une influence sur le choix de l'objectif du vol. On s'est dit qu'il fallait vraiment essayer d'allunir le plus vite possible, avec le moins de vols possible pour pouvoir respecter l'engagement. Alors,
Pareil, Olivier Joseph va revoir juste avant que soi-disant ils alunissent tous les essais qui ont été filmés, etc. Où tu vois les mecs se cracher en permanence, il n'y a rien qui fonctionne. Dans cette même interview, il te dit qu'ils ont ramené des caméras pour filmer sur la Lune, mais que sur la Terre, ils les avaient essayées et qu'elles ne fonctionnaient pas. Mais qu'ils les ont quand même ramenées sur la Lune et, comme par enchantement, sur la Lune, ça a fonctionné parfaitement. Va voir tout le reportage, Olivier Joseph, ça sort de leur bouche, ça. Je te rappelle une autre donnée historique importante et fondamentale pour comprendre la supercherie du spatial. Le fondateur, le co-créateur, l'initiateur de la NASA est un monsieur qui s'appelle Von Braun. C'est un mec qui a été récupéré par le projet Paperclip et c'est un mec qui développait les V2 pour les nazis. Nazis? NASA. D'accord? Autre donnée importante historique, c'est que les premiers qui ont créé des films pour vendre le spatial, les orbites, les fusées, et ce sera comme ci, et comme ça, et pas autrement, et machin, Walt Disney, en collaboration totale avec la NASA. Donc, vous êtes en face d'une propagande qui dure depuis des décades, et qui vous prend pour des couillons. Et vous vous prenez pour des stars, les Olivier Joseph et compagnie, à gober ça. Et à nous traiter, nous, d'ignorants. Alors que les ignorants, nous, on le sait à 100-300%, c'est bel et bien vous. Et parce que tu vois un truc passer à toute vitesse dans ton télescope, alors ça, c'est ta preuve. Mais putain, espèce de couillon d'Olivier Joseph, tu connais pas les technologies qu'ils ont actuellement et qui leur permettent justement de te créer un leurre comme ça dans le ciel. épées. Vous étiez au courant de l'existence du railgun, les globistes? Le railgun, va voir ce que c'est sur YouTube. Ça envoie des projectiles à 5000 km/h et t'iras voir les dégâts que ça fait sur des murs en béton armé. Comment t'expliques qu'à 28 000 km/h, la station se prenne des petits caillasses, des trucs et des machins ou rien du tout? Mais il n'y a rien qui colle, putain, dans leur histoire. Rien du tout. S'il y avait de la cohérence, et on fermerait notre gueule. On dirait, il n'y a rien à dire, tout est cohérent, etc. Mais quand t'as que des incohérences, des illogismes, des astronautes qui se contredisent, qui sont mal à l'aise dans leur discours, qui te blablatent, qui te brodent, qui répondent pas aux questions clairement, et un Thomas Pesquet qui au Bourget va te raconter qu'à 400 km d'altitude, il n'est plus protégé par la ceinture de Van Allen, putain, mais là, maintenant, il va falloir vraiment que vous vous réveillez, les Français. Parce que les mensonges, ils ont été trop loin, là. Et là, jusqu'à te confiner chez toi, attestation, Heil Castaner, et puis amende si jamais t'as pas ton attestation et ton vaccin, tu vas te le prendre parce que sinon on te retire tes gosses. Non, ça va pas se passer comme ça, les gars. Donc maintenant, on va dire la vérité, toute la vérité. S'il y a des zones d'ombre, des zones de doute, vous allez laisser les gens débattre ouvertement, publiquement, apporter leurs faits, et puis chacun jugera. Et chacun choisira. Est-ce que tu veux aller vers le nouvel ordre mondial ou est-ce que tu veux aller vers le paradis sur Terre? Eh bien, dans toutes ces fiches, il est difficile de se retrouver, mais il y a un point, effectivement, qui intéresse les téléspectateurs, c'est de savoir quel a été très exactement le rôle de l'homme dans toute cette opération. On demande s'il était vraiment indispensable d'envoyer des hommes sur la Lune ou si des appareils n'auraient pas suffi. On demande même... Excellente question, ça. Excellente question. Puisque de la bouche même des astronautes de notre époque, là, en 2010-2020, ils te disent quoi, Thomas Pesquet? Tout est piloté par la base de contrôle. Il n'y a pas de centre de pilotage. À aucun moment, ils peuvent ralentir la station depuis la station. Il n'y a rien qui leur permet de piloter la station. Pourtant, ils font croire aux gamins qu'ils pilotent la station, qu'ils la commandent. Or, dans leur propre déclaration, dans leur live à la con, là, qu'ils ont que ça à foutre de leur temps, ils te disent « Oui, c'est la base de contrôle qui contrôle tout, qui nous dit s'il y a un objet qui arrive vers nous, un déchet, on les évite. C'est tout la base de contrôle. » Mais pareil, dans votre station spatiale, vous pourriez parfaitement tout automatiser. Et pareil sur la Lune, pourquoi vous n'avez pas envoyé une sonde là, vu que la technologie était tellement performante en 69, tellement plus performante que maintenant en 2020, vu qu'en 2020 vous êtes infoutus d'y retourner sur la Lune. Donc vous irez sur Mars le jour où vous serez retourné sur la Lune.
D'accord? Pour l'instant, Mars, tu oublies. Prouve-nous déjà que tout ça est réel. Et il n'y a plus un seul euro, un seul dollar à donner au spatial et aux agences spatiales. C'est pas une priorité dans l'humanité en ce moment, le spatial. Donc ils peuvent crever dans leur boîte de conserve là, à 400 km d'altitude, hein, mais vous inquiétez pas, hein, ils sont dans des studios. Si un enfant de 8 ans pourrait supporter ce voyage sur la Lune, Oui, on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez dit En tout cas, Olivier Joseph, un enfant de 8 ans, est capable de comprendre l'arnaque de toute cette histoire-là. l'aspect le plus dangereux, le plus difficile, c'est le moment où vous descendez avec le LEM vers la Lune. Vous allez vous poser, c'est la première fois, personne n'a jamais fait ça, c'est vous qui êtes aux commandes. Est-ce que vous ne pensez pas Donc, comment ils se sont posés sur la Lune? Ça, c'est énorme, ça. Il n'y a même pas un cratère en dessous du module, là, un cratère de poussée. Les poussières ne sont même pas déplacées, putain, en dessous du module. Et surtout, comment ils ont fait pour se ralentir alors qu'il n'y a même pas d'atmosphère? Regarde sur Terre, quand ils atterrissent avec leur capsule, ils traversent l'atmosphère et après il y a un parachute et puis ils tombent comme ça. Tu les vois pas arriver avec un module et puis ils atterrissent comme dans Dragon Ball Z, là. Mais sur la Lune, ils le font. Ah bah forcément, dans les studios, tout est tellement plus facile. Hein, dans les studios de cinéma, en dessous des projecteurs, avec des ombres divergentes. Mais ça, l'humanité, maintenant, elle doit se sortir de cette manipulation-là. C'est plus possible d'être des humains en 2020, des adultes bien conscients, renseignés avec Internet, et de continuer à avaler ces conneries-là. que les ordinateurs de Houston auraient pu poser le LEM sans vous? Eh bien, comme vous Alors, le savez, là, tu vois directement dans son regard que la question, elle le gêne. Parce que oui, effectivement. l'Union soviétique et les États-Unis ont posé des sondes, des vaisseaux spatiaux sur la Lune, sur la planète Mars, etc. Oui, bien sûr, puis sur Jupiter aussi. Donc, il te le dit bien, ils ont posé des sondes sur la Lune. Donc, ils étaient normalement parfaitement au courant de ces fameuses perturbations de gravité quand ils arrivaient au-dessus des mers lunaires. Pourtant, ça, il te le dit, on l'a découvert en arrivant. Putain, incroyable. Mais ça aurait pu mettre à mal toute leur expédition, ça. Ils auraient pu mourir. À quoi elles ont servi les sondes si elles n'ont même pas été foutues de repérer qu'il y avait des écarts de gravité, soi-disant? Quantité de vaisseaux non habités. Je crois que c'est certainement... Donc pourquoi en fait ils t'ont envoyé des humains? Juste parce que c'était pour le spectacle, pour la propagande, pour la grandeur de l'Amérique. Et tu crois qu'ils t'ont menti sur la Lune et que maintenant avec ta station spatiale ils te disent la vérité? Mais putain, mais si la NASA s'est bâtie sur un mensonge, tu crois qu'elle a fait quoi les années suivantes? Elle a fait que ça, de vous mentir. Possible par conséquent. Ce qui n'est certainement pas possible, Regarde, c'est comme Maxime Nicole. Maxime Nicole, il a commencé à vous raconter des cracks avec les dossiers X d'Argilet qui allaient provoquer la Troisième Guerre mondiale si c'était révélé au grand public. Bah putain, et là, avec le recul, là, maintenant que t'es confiné avec ton virus, avec la Troisième Guerre mondiale qui te pend au nez, là, tu rigoles pas quand t'entends ça? Maxime Nicole avec les dossiers X d'Argilet qui peuvent déclencher la Troisième Guerre mondiale. Mais Maxime Nicole, il t'a vendu un mensonge, et puis vu que c'est passé, et puis qu'il y a eu plein de neuneux qui l'ont suivi bêtement sans réfléchir et sans savoir ce qui se passait, eh ben il t'a menti, et t'as rementi. Drouet pareil, Rodriguez pareil, Boulot pareil, Branco pareil, Ludovski pareil. Des agents, acteurs du mondialisme, là pour piloter le mouvement Gilets jaunes et éviter qu'il aille fracasser Macron directement. Disons que le vol Apollo 11 n'aurait pas pu fonctionner sans hommes, parce que ça n'avait jamais été conçu pour cela. Techniquement, ce n'était pas du tout prévu. Il fallait donc un homme. Ça n'avait pas été prévu, mais s'ils avaient été un peu moins cons à la NASA, justement, ils n'auraient pas mis des gens en danger dans une mission de suicide, et puis ils auraient conçu leur programme autrement pour envoyer
des sondes avec des caméras, etc. Et ça aurait fait le taf tout pareil, et il y aurait eu un petit prélevé de roche, un petit prélevé de poussière, et puis voilà, le bazar il serait rentré à la maison, et puis hormis le côté spectacle, le résultat était exactement le même.